Ceci est les Pays-Bas. Malgré sa petite taille, ils sont le 3e plus grand exportateur agricole au monde, derrière seulement les États-Unis et le Brésil, des pays qui ont plus de 200 fois plus de superficie qu'eux. Il y a plus de 20 ans, le pays s'est uni autour d'un slogan: doubler la production alimentaire en consommant 2 fois moins de ressources, avec des résultats stupéfiants. Les Pays-Bas possèdent 1% des terres agricoles de l'Union européenne, mais produisent 6% de la nourriture européenne. Les fermes néerlandaises en fait produisent désormais plus de 1,5 million de tonnes d'oignons par an. 92% de cette production est exportée. Ils récoltent près d'1 million de tonnes de tomates chaque année et en exportent pour une valeur de 2 milliards. Les rendements de pommes de terre dépassent 20 tonnes par acre, plus du double de la moyenne mondiale de 9. Aux Pays-Bas, un agriculteur récolte près du double de pommes de terre par acre qu'en Inde et 3 fois plus de blé qu'au Brésil. Les Pays-Bas ont exporté 150 milliards de nourriture en 2024. Alors, comment cela est-il même possible ? Plus de la moitié des Pays-Bas est composée de terres agricoles. De plus, une grande partie de la nourriture nationale est cultivée en intérieur. Près de 24 000 acres de culture sont cultivés sous serre, soit presque le double de la superficie de Manhattan. Ces serres fonctionnent toute l'année et utilisent en 90% moins d'eau et 97% moins de pesticides que les champs traditionnels. Ce qui est dit fou, c'est qu'un acre de culture sous serre néerlandaise produit le même rendement que 10 acres de terre de conventionnel. En ce qui concerne l'eau, les fermes néerlandaises n'utilisent qu'un demi-gallon d'eau pour cultiver une livre de tomates. En Chine, cette même livre nécessite 34 gallons et la moyenne mondiale dépasse 28 gallons. La production aux Pays-Bas est plus efficace que partout ailleurs. Les progrès du pays sont portés par l'automatisation et les données. L'agriculture de précision est la norme. Des drones et des capteurs surveillent la santé des plantes, suivent l'humidité du sol et optimisent l'apport de nutriments pour chaque plante. Dans les élevages, la traite robotisée et l'alimentation automatisée sont courantes. Ce système produit plus, gaspille moins et consomme moins de terre, d'eau et de main-d'œuvre que presque tous les autres pays. Cette efficacité résulte directement des événements de la Seconde Guerre mondiale. Pendant l'hiver 1944-1945, les cheminots néerlandais ont fait grève pour soutenir l'opération Market Garden, un plan allié visant à pénétrer aux Pays-Bas et sécuriser une tête de pont sur le Rhin pour entrer en Allemagne. Même si Eindhoven et Nijmegen ont été libérés, l'opération n'a pas totalement réussi. L'ouest des Pays-Bas, où se trouvent les principaux centres de population, est resté sous contrôle allemand. En représailles à la grève, un blocus allemand a coupé l'approvisionnement en nourriture et en carburant vers la région, déclenchant une famine. Puis un hiver d'une extrême brutalité s'est ajouté. Les citadins marchaient pendant des jours dans un froid glacial pour échanger des objets de valeur contre des pommes de terre. D'autres ont survécu grâce à des bulbes de tulipes et des betteraves sucrières. Les rations sont passées à 580 calories par jour. L'événement fut appelé l'hiver de la faim. À la fin de cette période, plus de 22 000 personnes étaient mortes dans la région. La crise a profondément changé la politique néerlandaise. Après la guerre, la sécurité alimentaire est devenue une priorité nationale. Il a favorisé l'intensification, la mécanisation et la spécialisation agricole. Les agriculteurs ont reçu des subventions pour investir dans du matériel moderne et augmenter leur production. L'éducation et la recherche ont été coordonnées autour de nouvelles techniques et de rendements plus élevés. Les réseaux coopératifs ont été renforcés pour stabiliser les chaînes d'approvisionnement et les prix. De 1950 à 1980, la production agricole a augmenté de plus de 60%. Bien que la surface des terres agricoles ait diminué avec l'urbanisation après la guerre, l'usage d'engrais a triplé. Les rendements laitiers ont doublé. L'élevage de volailles est désormais industrialisé. Au cours de la même période, les universités se sont associées à l'État pour développer des programmes de sciences agricoles appliquées. Le fleuron de l'enseignement agricole néerlandais est l'université et centre de recherche de Wageningen. Située à Wageningen, elle est largement reconnue comme la meilleure institution mondiale en sciences agricoles, devant celle des États-Unis et de la Chine. La région appelée Food Valley est l'équivalent agricole de la Silicon Valley avec plus de 1500 entreprises agroalimentaires, laboratoires et start-up liés à l'université. 15 des 20 plus grandes entreprises agroalimentaires mondiales
dont Coca-Cola, Nestlé et Cargill, ont des centres R&D aux Pays-Bas. La plupart sont situés à moins de 50 km de Wageningen. Certaines exploitent des laboratoires de recherche communs. Certains signent avec des équipes universitaires pour tester de nouveaux modèles en culture ou sécurité alimentaire. Chaque composant du système alimentaire, des semences à la logistique et l'automatisation, se trouve à quelques minutes en voiture. Mais ce n'est que la moitié de l'histoire. Vous voyez, il n'y a pas seulement la Food Valley, il y a aussi la Seed Valley. Mais celle-ci se trouve dans la province de la Hollande septentrionale, entre Enkhuizen et Warmoenuizen. Elle accueille de nombreuses entreprises semencières de renommée mondiale, dont Enzazadan, Incotec et Rakezwan. Ces entreprises, t'en m'avais pas dit, développent un fait des semences à haut rendement et résistantes au climat. Par exemple, Enzazadan a utilisé des marqueurs moléculaires pour créer une tomate résistante au virus de la mosaïque brune qui a ravagé les cultures mondialement. Un processus qui durait 10 ans prend maintenant la moitié du temps. L'échelle de Seed Valley est mondiale. Ils fournissent plus de 1200 variétés de légumes à plus de 100 pays. Chaque jour, on estime que 2,5 milliards de personnes mangent des légumes issus de graines développées aux Pays-Bas. Cela a permis à un pays de moins de 18 millions d'habitants d'influencer l'agriculture mondiale bien au-delà de ses frontières. Enfin, la géographie des Pays-Bas rend ce pays particulièrement propice à l'agriculture. Le pays est remarquablement plat et situé en basse altitude avec une grande partie de ses terres agricoles situées sur ces célèbres terres récupérées appelées polders, des zones autrefois sous l'eau. Au fil du drainage de ces terres, le sel était éliminé par la pluie et les rivières, laissant un sol de delta fertile et riche en nutriments. Comme cette terre ne possédait pas de végétation naturelle ni d'écosystème concurrent, elle est devenue une terre agricole vierge, parfaite pour l'agriculture intensive. En fait, les Néerlandais n'ont pas simplement trouvé de bonnes terres agricoles, ils les ont conçues eux-mêmes. Cependant, il existe une autre raison expliquant pourquoi les Pays-Bas exportent autant de produits agricoles. C'est grâce au port de Rotterdam, aujourd'hui principal port des Pays-Bas et d'Europe. Et de loin, en plus. La majorité des marchandises pour l'Europe transitent d'abord par Rotterdam. Leurs chiffres d'exportation sont donc gonflés, près de la moitié des exportations ayant d'abord été importées. Par exemple, ils sont le premier importateur mondial de fèves de cacao, représentant 20 à 25% du marché. Mais ils n'en gardent en réalité qu'une partie, tandis que le reste est réexporté vers des pays comme la France et l'Allemagne. Cette inflation des statistiques cache en réalité un peu plus. Bien qu'il soit dans le deuxième plus grand exportateur agricole au monde, c'est techniquement en valeur plutôt qu'en volume. Les Pays-Bas exportent en wiki surtout des produits horticoles en quantité modeste mais de grande valeur, comme les fleurs et plantes vivantes. Surtout les tulipes, pour lesquelles ils sont célèbres. Tout cela ne vise pas à diminuer les Pays-Bas, car ils restent sans aucun doute extrêmement efficaces. Bien sûr, cela a un inconvénient. Au bout du compte, on ne peut pas nourrir le monde entier avec une efficacité record sans coûts environnementaux. Bien que les Néerlandais consomment 90% moins d'eau et 95% moins de pesticides que l'agriculture traditionnelle, leur système agricole très dense génère encore d'importantes émissions de CO2. Les Pays-Bas ont également l'une des plus fortes densités de bétail de toute l'Europe, voire la plus élevée. Ils ont environ 4 millions de bovins, 10 millions de porcs et 100 millions de poulets. Le grand nombre de porcs et de vaches provoque un excès d'azote dans les sols et les eaux, favorisant acidification, perte de biodiversité et pollution de l'eau. Ceci date de 2017, donc c'est malheureusement assez ancien, puisque je n'ai pas pu trouver de données plus récentes, mais les Pays-Bas émettent de loin plus de composés azotés par hectare que n'importe quel autre pays de l'Union européenne, et presque 4 fois plus que la moyenne européenne. C'est si grave qu'en 2019, la plus haute cour administrative néerlandaise a jugé que la politique d'émission violait la loi nationale et les réglementations européennes. D'une certaine façon, c'est simplement le successeur du problème des pluies acides des années 1980. Après des décennies, plus de 50% des sols et eaux néerlandais dépassent toujours les seuils de sécurité en azote. Ce problème d'azote a conduit à d'intenses protestations politiques. Vous avez sûrement entendu parler des manifestations des agriculteurs néerlandais, c'est de cela qu'il s'agissait. Les tribunaux ont interdit au gouvernement de délivrer des permis pour des projets émettant de l'azote tant qu'il n'a pas présenté un plan de réduction rapide des émissions.
En un instant, 18 000 projets, dont infrastructures et logements, ont été suspendus en attendant une nouvelle stratégie. Avec l'économie en danger, les législateurs néerlandais ont apparemment suggéré l'impensable. Le cheptel national soit réduit de moitié d'ici 2030. Naturellement, cela a mis les agriculteurs en colère, pour le dire légèrement. Ils avaient déjà réduit leurs émissions d'azote de près des 2/3, principalement grâce aux avancées technologiques. À la même époque, les services publics ruraux ont été réduits au profit des investissements urbains. Pendant plus d'un demi-siècle, les politiques gouvernementales ont favorisé l'agrandissement des exploitations agricoles. Maintenant, on leur disait de faire le contraire. Des milliers d'agriculteurs sont descendus dans la rue pour protester à cause de cela, bloquant les autoroutes avec leurs tracteurs et se rendant à La Haye, où ils ont organisé des manifestations. Des drapeaux néerlandais à l'envers, symbole du mouvement de protestation, étaient brandis comme des étendards depuis les maisons. Des tas de fumier et de foin ont été incendiés. Le 1er octobre 2019, plus de 2000 tracteurs ont ralenti la circulation d'Amsterdam à Eindhoven et de Rotterdam à Roermond, causant le plus grand embouteillage de l'histoire des Pays-Bas. Ces manifestations, bien que réduites, se poursuivent aujourd'hui. Un parti politique est né des manifestations agricoles, le Mouvement citoyen des agriculteurs. Ce n'est pas un groupe marginal. Au sénatorial 2023, ils ont gagné le plus de sièges tout en finissant 6e sur 17 partis. Inutile d'entrer dans les détails, mais c'est une question politique et environnementale très importante. Alors que fait-on ? Eh bien, à l'origine, comme je l'ai dit, l'objectif était de réduire de moitié leurs émissions d'azote d'ici 2030, comme l'ont fixé les tribunaux. Le gouvernement néerlandais a annoncé repousser l'échéance à 2035, défiant les ordres. Pour atteindre les objectifs climatiques et de conservation, cela devra changer. Il prévoit d'utiliser un fonds initial de 2,2 milliards d'euros pour inciter les agriculteurs proches des sites naturels vulnérables à réduire leur activité, à se relocaliser ou à investir dans des technologies plus propres. Le paquet prévoit des rachats volontaires, 750 millions d'euros pour les éleveurs arrêtant leur activité et 627 millions pour les producteurs laitiers réduisant leur production. 100 millions de plus sont alloués à la restauration de la nature. Malgré cela, les Pays-Bas garderont leur statut de superpuissance agricole et alimentaire mondiale. Nous dépendons trop d'eux. Un problème encore plus grave menace l'industrie agricole. Pour le dire de façon apocalyptique, la planète doit produire plus de nourriture au cours des 4 prochaines décennies que tous les agriculteurs de l'histoire n'en ont récolté au cours des 8000 dernières années, tout en le faisant de manière durable. Les Néerlandais seront sans aucun doute en tête de ce défi. Merci d'avoir regardé et n'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu comme celui-ci. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo.